Dans cet épisode, nous allons voir un peu un Hammer of Math sur les princes démons et leurs armes démons. Le Hammer of Math de cette semaine embrasse pleinement les tentations du chaos et se penche sur l'impact des différentes combinaisons d'armes de démons pour les princes démons. Merci au lecteur Raphaël pour la suggestion. Le prince démon représente l'apogée de l'accomplissement des mortels au service des dieux noirs. Les mastodontes, autrefois Astartes, ont renoncé à l'empereur et se sont consacrés corps et âme aux puissances ruineuses. Les récompenses pour la damnation éternelle sont considérables. Les princes démons sont de véritables monstres, ils ont le mot-clé et tout, et ont accès à une série d'armes extrêmement désagréables, uniquement pour la mêlée. Leurs stats de base sont de 2+ pour toucher au corps à corps, force 7, et 6 attaques peuvent être améliorées par 3 options d'armes. Chaque prince démon possède une griffe maléfique qui touche à force 7, PA-1 et dégâts 2, et fournit également une attaque supplémentaire. Ils peuvent également échanger leurs autres armes contre une seconde griffe. L'épée forgée par l'enfer, donc la Hellforged Sword, frappe à force 8 AP-3 et dégâts flat 3. Quant à la hache démoniaque, elle frappe à force 9, AP-2 et dégâts 3. Donc l'AP-2 en général, c'est pas forcément conseillé, surtout dans une méta avec l'armure du mépris, qui du coup transforme votre PA-2 en PA-1, donc sur des sauvegardes à 4+. Là où l'épée, grâce à sa PA-3, redescend à PA-2 et donc force les armées avec l'armure du mépris à avoir une sauvegarde à 5+. C'est quand même bien plus intéressant, surtout lorsqu'on est dégâts flat 3. Comme il cite aux estimés héros du chaos, chaque prince démon doit porter une marque du chaos. Chaque marque procure un avantage unique en fonction du dieu vénéré, et détermine également les reliques que le modèle peut posséder. La marque de corne ajoute plus 1 en force à la charge, ou à l'intervention héroïque ou au fait d'être chargé, et le prince démon reçoit également un bonus spécial de plus 1 en force et plus une attaque. La marque de Tsinch est de nature défensive et fait que le premier jet de sauvegarde raté à chaque tour inflige 0 dégâts, donc exactement comme le gantelet Helix chez les infiltrateurs. Et le prince devient un psycheur qui connaît Skein of Fate. Du côté de la marque de Nurgle, elle est également défensive, et les attaques dont la caractéristique de force est égale ou au moins égale au double de la caractéristique d'endurance du prince doivent soustraire 1 à leur jet de blessure, donc les forces 6 ou les forces 12 parce qu'ils ont endurance 6. Le prince devient également un psycheur qui connaît Putrine Miasma, miasme putri. Et enfin la marque de Slanesh fait que la figurine combat automatiquement en premier, et devient un psycheur qui connaît Delightful Agonies, agonie délicieuse. Enfin, aucun prince démon dont l'âme vaut la peine d'être vendue ne serait pris sans une arme démoniaque. Des reliques impies qui améliorent l'arme de mêlée portée par le personnage. Les armes démoniaques ont un prix. Le joueur doit obtenir un résultat égal ou inférieur à son commandement sur 2d6, ou subir D3 blessures mortelles, voire renoncer à toute attaque avec l'arme pendant le combat. Pour un prince démon de commandement de 10, la probabilité de réussir le jet est de 92%. Il est donc clair qu'il a les choses en main. Comme les princes démons doivent avoir une marque du chaos et servir un dieu particulier, ils sont limités aux 4 armes démoniaques associées à ces dieux spécifiques. Donc, au niveau des 4 armes démons, nous avons Zal ou Zol, le courroucé. Donc c'est une arme démon de corne, c'est une arme très en colère qui ajoute D3 aux caractéristiques de dégâts de toute attaque effectuée avec elle, combinée à tous les bonus liés au fait d'être un adorateur de cornes, elle peut être dévastatrice. Effectivement aussi si on ajoute le D3 à la caractéristique de dégâts, avec l'épée forgée ou la hache démoniaque, on serait du coup sur du dégât 3 plus D3, donc c'est intéressant. Donc bien sûr à ça on va ajouter les bonus de la marque de corne en soi. Du côté de Nurgle, on a Golax, le décomposé. Donc elle blesse automatiquement la cible à chaque fois qu'il touche et empêche la figurine ennemie d'utiliser les règles pour ignorer les blessures qu'il perd. Donc ça par contre ça a l'air d'être intéressant. Je sais pas s'il y a une fac ou autre, ou peut-être qu'ils vont nous l'expliquer dans l'article, mais est-ce que ça passe un peu les figurines qui ont des règles empêchant en fait un certain nombre de points de vie perdus par phase, notamment comme Gask Ultraka, Lectane, etc. Donc à voir. Du côté de Tsinch, on a Quack, le sans limite, donc on ignore les sauvegardes invulnérables. C'est intéressant, très intéressant. Pour l'instant, c'est celle de Nurgle qui me plaît le plus, surtout avec ce que je pense. Alors, ensuite, on a Taris et Riol, le rapace. Donc, ces deux Slanesh permet au porteur de remplacer 2 armes, les autres n'en remplacent qu'une. Et chaque fois que le porteur est sélectionné pour combattre, il effectue D3 attaques supplémentaires avec chaque arme. Cela signifie qu'un prince démon de Slanesh peut potentiellement obtenir 13 attaques et est assuré de combattre en premier. Là, on a de quoi mouliner. Compte tenu de toutes les options et de la flexibilité, comment pouvons-nous déterminer l'efficacité de chaque combinaison particulière? Lorsqu'il s'agit d'un grand nombre d'options, l'utilisation d'une approche basée sur les dommages kill prévus est un bon point de départ. En bref, les blessures par les dommages prévus examinent le nombre moyen qu'une attaque infligera à une cible particulière.
elle ne prend pas en compte la variance qui peut être considérable. Mais en général, lorsque vous essayez de filtrer les options, c'est rapide et efficace. Pour les besoins de cette analyse, nous nous intéressons à un presse-démon qui charge, en bonus de légion, de massacre gratuit, de pouvoir psychique ou de stratagème. Ce n'est pas parfait, mais avec autant de variables, il faut bien commencer quelque part. Pour les cibles, nous avons 4 options sélectionnées par le Gunhammer Brain Trust pour représenter un éventail diversifié de menaces ou cibles potentielles. Donc nous avons la sœur de bataille, qui possède qu'un seul point de vue, qui a endurance 3 avec une sauvegarde à 3+, et l'armure du mépris, et une invulnérable à 6+, pour représenter une menace d'essaimage. Ensuite, nous avons donc un Terminator à 3 points de vie, endurance 4, sauvegarde à 2+, avec l'armure du mépris et l'invulnérable à 5+, pour représenter une menace d'élite lourdement blindée. Ensuite, nous avons le châssis Armiger, endurance 7, sauvegarde à 3+, pour une cible véhicule légèrement blindée. Dans l'avant-dernier, donc, nous avons un Carnifex, endurance 7, sauvegarde à 2+, moins 1 dégât, pour servir de cible type Dreadnought. Et enfin, nous avons le Hive Tyran à pied, endurance 8, sauvegarde à 2+, invulnérable à 4+, pour une cible endurcie. Donc, les valeurs obtenues. Pour la sœur de bataille, celui donc lorsque il n'a pas de marque, il est tout nu. On est donc avec les talons, on va en tuer 1,85 sur les kills attendus. Avec l'épée, on est à 3,01, la hache 2,31. Terminator avec la save à 2+, ouais, en fait, dès qu'on va avoir, la hache, dès qu'on va avoir des grosses sauvegardes, elle va être moins intéressante. Parce que justement, vu qu'elle est PA -2, bah, sur un Terminator qui a l'armure du mépris, save à 2, bah, elle est PA -1, donc du coup le Terminator il sauvegarde à 3+. Donc forcément, bah, la hache fait moins de dégâts que l'épée. Dès qu'on va tomber sur un Armiger, donc il n'a pas d'armure du mépris, donc l'épée va être un peu au-dessus, parce que justement l'endurance 7, en fait, que ce soit la hache qui est force 9 ou l'épée force 8, on va blesser sur 3+, dans tous les cas. Donc là, la PA supplémentaire permet justement que l'Armiger ait une sauvegarde à 6 et non pas à 5 contre la hache, donc c'est pour ça qu'on est un peu au-dessus. On peut voir quand même, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y a quoi? Il y a un 60 et quelques là, si je calcule rapide. Ensuite, sur le Carnifex, donc là c'est pareil, l'épée sera un peu devant parce que justement la force 8 blesse à 3+ le Carnifex. Et ça va être seulement sur les endurances 8 où là effectivement la hache va passer devant grâce à sa force 9. Et surtout ce sont deux cibles qui n'ont pas l'armure du mépris, le Carnifex et le Tyran. Donc là c'est vraiment à la PA, et vu que le Carnifex n'a pas d'invulnérable, contrairement au Hive Tyran qui a l'invue à 4+, ce qui fait que même si le Hive Tyran a une sauvegarde à 2+, vu qu'il n'a pas l'armure du mépris, bah du coup la hache lui fait taper sur son invulnérable à 4+, exactement comme l'épée. Et donc du coup, le fait qu'on blesse plus facilement, en ayant la même sauvegarde sur les deux, bah forcément, on a une amélioration du côté de la hache. Mais on peut voir que dans la majorité des cas, l'épée est ce qu'il y a de mieux. Sinon, du côté de Khorne, alors Khorne effectivement, hein, avec ses D3+3 dégâts, on atteint un certain palier dans les deux cas, mais on peut voir que l'épée est toujours devant. Du côté de Nurgle, alors ce qui est dommage, c'est que là, dans les cibles qu'ils ont pris, ils n'ont pas incorporé de Feel No Pain. Donc du coup, elle a moins d'impact, celle de Nurgle. On peut le voir, hein, si on compare à Khorne, on est à chaque fois en dessous. Hein. On est à chaque fois en dessous, mais on est au-dessus de quelqu'un qui n'aurait pas de marque. Du côté de Tzeentch, eh ben, écoutez, on est un peu à l'identique. Alors l'épée sera toujours meilleure, parce que vu que la relique de Tzeentch annule l'invulnérable, ici, pourquoi on a égalité entre l'épée et la hache? Tout simplement parce qu'en fait, la hache, comme je le disais, contre l'endurance 8, va blesser à 3+, donc elle blesse plus facilement. Va taper, alors déjà, elle va pas taper dans l'invue parce qu'elle annule l'invue, mais du coup, le Hive Tyran, sur la hache, ça change pas sa vie, parce qu'il gardera sa sauvegarde à 4+, parce qu'il a une sauvegarde à 2+. Alors que l'épée va blesser sur du 4+, et non pas sur du 3+, mais va lui faire sauvegarder sur de la 5+. Donc ça fait qu'en stat, on est à l'identique. Mais sinon, à chaque fois, on est devant avec l'épée, parce que justement, sur Tzeentch, vu que vous enlevez l'invulnérable, eh ben, il ne peut faire confiance qu'en sa sauvegarde classique, et donc du coup, save à 2 PA-3, on est sur une save à 5. Du côté de Slaanesh, on peut voir que l'épée est majoritairement plus intéressante, sauf la hache à la fin, et qu'avec les attaques supplémentaires, au final, on n'arrive pas à faire autant de dégâts que l'arme de Khorne. L'arme de Khorne est vraiment puissante. En fait, le dégât D3+3, le fait qu'il a aussi plus 1 en force avec sa marque de Khorne, bah, ça fait que l'épée, au final, on est force 9, la hache force 10, donc du coup, toutes les cibles, on les blesse soit sur du 2+, soit sur du 3+. Alors, résultats. Les résultats sont plutôt intéressants. La hache n'était qu'un meilleur choix par rapport à l'épée contre la cible endurance 8, et cet avantage a été éliminé lorsque le jet de blessure a été affecté. Prendre 2 serres est généralement un mauvais choix, l'attaque supplémentaire ne compense pas la réduction des dégâts, des PA ou de la force. Comme prévu, la combinaison de Khorne est particulièrement dévastatrice, surtout contre les cibles blessées à plusieurs reprises où le bonus de dégâts peut vraiment briller. Nurgle n'est pas en graisse grâce à la possibilité d'ignorer les blessures.
alors que Korn a obtenu ce bonus en augmentant ses dégâts. La capacité de Nurgle est beaucoup moins variable en raison de l'élimination du jet de blessure. Et oui, quand vous vous touchez et vous blessez auto, bah c'est pas grave. Slaanesh a obtenu les meilleurs résultats contre les sœurs, où les attaques supplémentaires étaient plus utiles. Tzeentch a vraiment souffert du manque de cibles invulnérables dans cette série. Voilà, donc c'est exactement comme je le disais, hein, vu qu'il annule l'invue, bah, les gars n'ont que leur sauvegarde, donc forcément, si vous tapez contre des figurines qui n'ont pas d'invue, ou alors ils vont avoir des invus qui vont être aussi bonnes que leur sauvegarde après l'application de l'APA, ça ne change pas grand-chose. La prédominance de l'armure de mépris réduit considérablement le besoin de sauvegarde invulnérable, car le nombre d'armes pouvant atteindre le seuil de PA-4 est assez faible. C'est pour ça, privilégiez l'épée. Merci de votre lecture. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous ou à nous envoyer un courriel à contact@goodhammer.com. C'est aussi le meilleur moyen de suggérer des sujets pour de futurs articles. Donc, si je peux vous conseiller, c'est-à-dire qu'à chaque fois, peu importe le prince démon que vous allez prendre, prenez l'épée déjà, la Elforged Sword, et ensuite appliquez votre arme démon. On peut voir que la majorité du temps, l'épée est largement supérieure. Le seul moment où la hache sera meilleure que l'épée, et on n'a qu'un seul cas par rapport aux marques, c'est avec les armes de Slaanesh contre les paliers d'endurance 8, où là la hache effectivement est un petit peu supérieure. Dans tous les cas, de mon côté, en lisant certains articles, j'ai pas les facs devant les yeux, est-ce que ça a été réglé ou pas, mais le fait que l'arme de Nurgle ignore justement les règles qui ignorent les blessures perdues, comme tout ce qui est Feel No Pain ou les règles limitant à perdre un certain nombre de points de vie par phase, comme Gazk Ultraka, Lectane, les Seigneurs Phoenix, qu'est-ce qu'on a d'autre? Abaddon, je crois, etc., etc. En plus, vous blessez automatiquement, donc ça veut dire que autant prendre l'épée pour la PA-3, plutôt que la hache qui est PA-2. De toute manière, vous n'allez pas faire de jet pour blesser. Donc clairement, prenez l'épée si vous jouez Nurgle, et sa capacité d'ignorer les blessures fait que, simplement, si votre adversaire rate ses sauvegardes ou sont invulnérables, vous appliquez directement les dégâts flat 3 à chaque fois. Si jamais vous voulez faire des tournois solo, particulièrement, je pense que ça s'applique, l'intérêt est un peu moins important dans une méta d'équipe. Et dans une méta solo, pouvoir justement, rien que contre le Hive Tyran LA avec soit Feel No Pain à 5+, vous la virez. En plus, vous blessez automatiquement, donc si vous jouez contre Léviathan, vous passez toutes les règles de Transhumane. Ensuite, si vous tapez de l'Orc ou de l'Eldar, vous allez pouvoir taper dans les Seigneurs Phoenix du côté Eldar et sur Gazkul sans aucun souci. Ensuite, contre les Necrons, s'ils jouent une version double Octane ou juste un Octane, le Nightbringer, le Void Dragon ou le Deceiver. Même si le Deceiver, il va pas être forcément très, très agressif, mais au moins contre le Nightbringer, etc., vous avez une bonne solution en fait. Le Nightbringer n'a que 9 PV, vous touchez à 2+, je suppose, vous pouvez peut-être avoir une petite reroll quelque part, et voilà, ça fait que vous blessez auto. Il n'y a plus que ses invulnérables à faire, et à chaque fois qu'il la rate, c'est des PV en moins. Donc je sais pas, si on part sur 6 attaques, vous touchez à 2+, allez, vous allez en rater un. Imaginons, vous payez votre PC reroll, s'il n'a pas accès à d'autres rerolls, vous avez 6 touches, donc vous blessez automatiquement. Il a une invue à 4, donc ça fait que sur 6 dés, il va en réussir 3, donc stat, il va en rater 3. Vous faites dégâts 3, 3 x 3, 9, vous lui enlevez 9 PV, vous avez one-shot Unctan. Voilà, je le trouve très très bon, celui-là. Là où, ensuite, j'aime beaucoup le Tzeentch, pour le côté ignore invue. Donc là, vous allez plus taper des unités ennemies, déjà qui n'ont pas de limitation au nombre de blessures qu'ils perdent, mais vous allez pouvoir aller chercher certains personnages qui ont de grosses invues. Je pense notamment, comment il s'appelle, le Neurotrope, qui est sous invue 3+, là il en a pas, donc Quick. Vous avez quoi d'autre? Tous les personnages, en fait, en général, ont une invue à 4 ou à 5. Là, ça dégage. Je pense que Korn se défend très bien. Si vous aimez jouer les World Eaters ou des choses comme ça, franchement, elle se défend très très bien. En fait, juste l'amélioration du passage en dégâts 3 plus D3, c'est vraiment insane. Ça veut dire que minimum, vous mettez des dégâts 4. Donc contre les armées type Death Guard, par exemple, qui ont des moins 1 dégâts, les Terminators qui ont 3 PV, ça se one-shot, parce que vous êtes minimum dégâts 4, moins 1. Allez hop, les Dash Road, les Blight Lord, ça dégage. Vous gagnez en plus une myriade d'attaques avec lui. Donc vous êtes aussi bien capable d'aller taper des gros packs d'unités d'élite que des gros persos. Bien entendu, comme pour Tzeentch ou Slaanesh, vous ne pouvez pas faire plus de dégâts à des figurines qui empêchent justement de perdre X points de vie par phase. Mais sinon, pour tout le reste, c'est un bon ouvre-boîte, l'arme des monts de Korn. Surtout qu'en plus, avec votre +1 en force grâce à la marque, l'épée passe force 9, donc en fait, vous avez tout intérêt à prendre l'épée.
Et ouais, celle que je trouve moins intéressante, c'est celle de Slanesh, parce qu'on peut voir au niveau du tableau, en termes de dégâts, en dehors de la hache ici qui dépasse celle de Tsinch, sinon au niveau de l'épée, on est quasi identique, quasi. Après ici, on est quand même sur du 11 dégâts contre les armigueurs, contre 8. Mais rien que l'aspect virer l'invulnérable, bah dès que Slanesh commence à taper dans des invuls, hein, comme on peut voir sur le dernier, bah soudainement on est sur une stat de Tsinch en fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.